abonnez-vous. Bonsoir tout le monde, bonsoir Cécile, Bonsoir. bonsoir le chat. Merci pour vos messages de joyeux anniversaire d'indépendance, puisque oui, on fête les 18 ans d'indépendance de Mediapart. Et aussi, c'est vrai, on fête aussi l'anniversaire du début de la commune en 1871. Merci Fanfouanilois. Je vous fais quelques rappels pour les personnes peut-être qui nous rejoignent pour la première fois. Abonnez-vous, c'est tous les lundis à 18 h. On vous montre les coulisses de Mediapart en invitant toutes les personnes qui fabriquent le journal au quotidien. Exceptionnellement, on n'est pas lundi, c'est mercredi, mais normalement c'est toujours le lundi et le replay après est sur Twitch et sur YouTube. Tous les vendredis de 10 h à midi pour retrouver Os Politique pour sa Mediapartinale, que vous connaissez bien. Les replays sont également en ligne. Si vous voulez participer, parce que c'est ça tout l'intérêt de cette émission, je vous mets les règles dans le chat. Non, Fanfani, là c'est le direct, mais tu regardes, le replay ne sera pas en direct. Si vous voulez participer, il n'y a pas de mauvaises remarques ou de mauvaises questions, du moment qu'elles suivent ces règles assez simples, pas d'insultes, pas d'invectives, pas d'injures, pas de messages racistes, homophobes, sexistes. Je ne vais pas vous faire la liste, vous connaissez la loi déjà, et les valeurs de Mediapart. Sinon, je fais la modération. Vous savez que j'ai l'œil du tigre là-dessus. C'est message supprimé immédiatement et ban, c'est sans sommation. Et selon la gravité, c'est ban à vie. Il n'y a pas le tribunal des bannis ou que sais-je. Si vous voulez nous soutenir une presse libre et indépendante, tu peux le dire. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Dites-moi dans le chat si le son du Stream Deck a bien marché, parce que j'ai testé tout à l'heure, mais il y avait 1 milliard de bugs de son que je vous épargne. C'était Edoui qui disait abonnez-vous. Je vous envoie le lien. Nickel, parfait. Donc, abonnez-vous. C'est une offre spéciale concoctée par nos collègues du marketing. C'est 1 mois gratuit, sans engagement. Vous n'avez même pas besoin de mettre vos infos de paiement, ce qui est vraiment rarissime aujourd'hui sur Internet. Et j'en profite, parce qu'on a aussi une offre spéciale anniversaire. Voilà. Où c'est 1 an pour 24 €, puis 12 € par mois. Et cette offre sera active jusqu'au 30 mars. Ça dépend si vous avez un peu plus de budget ou pas. Si vous voulez utiliser nos emotes que vous avez peut-être vu passer, qui mettent en scène nos collègues, n'hésitez pas. Et pour ça, il faut avoir l'extension gratuite Better TV. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas encore de Cécile et Karine, mais n'hésitez pas dans le chat si vous avez envie qu'elles rejoignent déjà le panthéon de Valentine, de Martine, Hélène. À chaque fois que c'est les gens qui ont réclamé Antoine. Ce serait un tel honneur. Je ne veux pas vous obliger à la commune, mais ce serait un super honneur. Écoute, très bien. Il n'y a que des journalistes par ailleurs, je remarque. Oui. Ah. Non, il y a Canto. Ah, ok. Voilà. Que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà. Et je crois que c'est tout. Des fois, il y a des quiz, vous le savez, mais ce soir, ça ne s'y prête pas. Il n'y aura pas de quiz. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Donc, le thème de l'émission de ce soir, c'est l'anniversaire de Mediapart. C'est 18 ans d'existence et 18 ans d'indépendance. Depuis sa création en 2008, le journal s'est imposé comme l'un des principaux médias d'information numérique en France, avec un modèle unique. Vous le savez, je ne vais pas faire la grosse voix. Seuls nos lecteurs et nos lectrices peuvent nous acheter. Pas d'actionnaires, pas de publicité. Et c'est à l'occasion de cet anniversaire que j'invite Cécile Sourd, qui est directrice générale pour la première partie, et Karine Fouteau, qui est directrice de la publication pour la deuxième partie. Et maintenant, vous le savez, j'ai pris l'habitude de vous envoyer le plan. Donc, partie 1, si vous voulez regrouper un peu vos questions. Je sais qu'il y a Florence qui ne peut pas être là malheureusement ce soir et qui m'avait envoyé en amont toutes. Il faut les poser au fil de l'eau, parce qu'il y en avait plein. Voilà. Je vous prendrai quelques remarques. Est-ce qu'il n'y a pas de festival cette année ? Bien sûr qu'il y aura un festival cette année, Scarly 1789. C'est juste qu'il sera décorrélé de la date anniversaire. Et Rafik qui nous dit on ne reconnaît pas Cécile sans ses lunettes. C'est mieux sans les lunettes par rapport à la caméra. C'est un effet de scintillement. Voilà. Le queer est à venir. Merci à Marine Burki, je pense que tu veux dire Turquie, sur son article sur Patrick Boel de Predator. Et ben, on le fera passer vos remerciements. En préambule, si 18 ans, Mediapart est donc majeur et a le droit de voter et ses droits citoyens. Enfin. Tout à fait. Je m'attendais à ce genre de blague sur les 18 ans. Oui, enfin la majorité. Restons sérieux. Au forum de ce soir, donc les résultats de l'année écoulée, les grandes enquêtes qui ont marqué 2025, les évolutions du projet éditorial et les défis du journalisme indépendant dans le contexte politique et médiatique que vous connaissez et qu'on a largement documenté. Ça va pas être super drôle non plus, mais en tout cas, on va essayer de faire ça dans la bonne humeur. Cécile est là pour nous
parler en détail du rapport d'activité et comment aussi c'est un exercice unique dans la presse, auquel Mediapart s'astreint depuis maintenant 18 ans. 18 ans, tout à fait. Parler de donc notre transparence, le modèle économique qui lui aussi est inédit et la façon dont s'est fait la passation avec les fondateurs. Vous voyez leur portrait là-haut, je l'ai fait façon Andy Warhol parce qu'en noir et blanc on aurait dit qu'ils étaient décédés peu cher, je voulais pas que ça leur porte l'œil. Voilà les sujets grosso modo. Mais pour commencer, il y a une vidéo peut-être que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, un face caméra comme on dit, de Cécile et Karine. Je vais vous le lancer. Pareil, dans le chat, normalement, tout fonctionne. Mais n'hésitez pas, ça ne dure pas longtemps. Et comme ça peut aussi vous donner du grain à moudre pour les questions à poser à Cécile. Depuis 18 ans, Mediapart publie ses comptes annuels et ses résultats en toute transparence. 99% de nos revenus proviennent de nos abonnés qui seuls nous permettent de publier de l'information de qualité. Nous leur devons la transparence que l'on exige de celles et ceux qui nous gouvernent. Fidèle à sa promesse, Mediapart a en 2025 continué à proposer un journalisme fiable, rigoureux, honnête. En publiant des enquêtes exclusives et en offrant une couverture exigeante de l'actualité internationale, politique et sociale. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous lire et à nous suivre. Merci. En vous abonnant à Mediapart, vous faites le choix d'une information indépendante. Pas d'aide publique, pas de publicité, pas d'accord commercial avec les big tech, pas d'actionnaires à rémunérer. Nos bons résultats sont la garantie de cette indépendance totale. En vous abonnant à Mediapart, vous participez à lutter contre la désinformation et les forces antidémocratiques qui s'enracinent en France et partout dans le monde. En vous abonnant à Mediapart, vous nous donnez les moyens de construire chaque jour un modèle d'entreprise vertueux et respectueux de son équipe. Vous nous permettez aussi de nous armer contre les attaques de plus en plus nombreuses contre la presse indépendante dans un pays où la concentration des médias ne cesse de s'accroître. En 2026, nous allons continuer d'aller à votre rencontre et à vous informer sur les dangers de l'extrême droite en France et dans le monde, sur la catastrophe climatique, sur la corruption et sur les violences systémiques qui traversent notre société. Vos abonnements, nos bénéfices sont entièrement tournés vers le journalisme d'intérêt public dont nous avons besoin plus que jamais. Merci pour votre confiance, elle nous honore et elle nous oblige. Comptez sur nous pour intensifier encore notre travail d'information libre et indépendante. Mediapart. Et voilà, je profite pour lire le message de Ladybugs and Sunflower. J'avais passé des entretiens chez vous il y a quelques années avec Cécile, entre autres. Je n'ai pas été prise, mais ça reste un très bon souvenir RH. Ah bah super, c'est vraiment c'est toujours chouette. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler puisqu'on va parler de Mediapart, mais c'est vrai qu'on a des processus de recrutement. On essaie de prendre le temps avec les candidats et les candidates et c'est toujours super chouette d'avoir des retours. Donc merci Ladybug and Sunflower. Je vous remets donc le lien. Si ça vous va, on peut commencer directement par les résultats 2025. Je vais passer en double écran. Et vous avez bien sûr, je vous envoie le lien dans le chat si vous avez envie de le consulter plus en amont. Voilà pour les commandes. Donc dans ce rapport, je spoil un peu, on apprend que Mediapart occupe la 3e place en termes de médias d'information numérique en abonnement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors tout à fait. C'est nos collègues de Mind Media, c'est de la presse professionnelle Mind Media, qui chaque année publie un baromètre annuel des titres de presse d'information en termes d'abonnement numérique. Alors bien entendu, ça se base sur du déclaratif et ça a tout son sens de le préciser parce qu'on ne déclare pas tous et toutes nos chiffres de la même manière. En tout cas, à Mediapart, ce que je peux vous dire, c'est qu'on compte un abonnement individuel par abonnement souscrit, étant entendu que sûrement vous le savez si vous êtes abonné, mais je sais que tout le monde ne l'est pas, mais on peut aussi... Si, là, tout le monde l'est. D'accord. On peut partager son abonnement, partager ses codes avec des personnes, parce que nous, on considère que l'information qu'on publie, elle est d'utilité démocratique. Et comme dans les cafés d'antan, où le journal était posé sur la table et il passait de main en main, on considère que les informations qu'on publie doivent passer de yeux en yeux, pour le coup, et que donc on peut partager son abonnement. Je dis ça parce que d'autres médias d'information comptent plusieurs lecteurs pour chaque abonnement souscrit. Et on fait la même chose sur les abonnements collectifs, c'est-à-dire qu'on a aussi des abonnements avec les bibliothèques, des universités, des collèges, des lycées, etc., des entreprises, des CSE.
Et là aussi, on ne compte qu'un abonnement par contrat souscrit, là où manifestement beaucoup plus de lecteurs ont accès à Mediapart. Donc, y compris en étant dans une transparence absolue sur ces chiffres, on est en 3e position derrière Le Monde et Le Figaro en termes d'abonnement numérique, ce qui pour nous est un signal fort, parce que Le Monde et Le Figaro, c'est des titres qui existent depuis beaucoup plus longtemps, qui sont des très institutionnalisés, très connus. Nous, on n'a que 18 ans, mine de rien. Et de savoir qu'on est à 256 000 abonnements individuels environ à l'époque, parce qu'on est encore un peu au-dessus aujourd'hui, pour ne rien vous cacher, ça nous montre que l'information à la Mediapart, c'est-à-dire une information de qualité, rigoureuse, souvent inédite, factuelle, d'analyse, de recul, est quelque chose que de plus en plus de gens vont chercher. Donc non seulement on est 3e, mais en plus, on devance de plus en plus les autres. Alors, c'est pas qu'on ait l'esprit de compétition particulièrement à Mediapart, c'est simplement que ça nous conforte dans l'idée du journalisme qu'on a et qu'on produit. Et ça c'est important pour nous. Et puis, comme vous le savez aussi, c'est ça qui permet de payer les salaires et de financer le journalisme qu'on fait. Donc, bien entendu, que le nombre de nos abonnés compte aussi de ce point de vue-là. On se souvient, à l'époque du lancement, j'ai quelques sons dans le stream deck. Tout le monde disait que c'était une folie de faire payer pour l'information. Et donc là, on a l'évolution sur cette courbe des abonnements du lancement jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Alors effectivement, à l'époque, c'était l'époque où sur Internet, toute l'information était gratuite. Sauf qu'évidemment, rien n'est gratuit dans la vie. Si c'est gratuit, c'est que quelqu'un paye. Donc, c'est les annonceurs notamment, etc. etc. Et quand les fondateurs et fondatrices ont voulu lancer Mediapart, tout le monde leur prédisait un échec cuisant et rapide. Et tout le monde a été surpris, enfin ces gens-là en tout cas ont été surpris de constater que non, il y avait bien une idée derrière ce pari initial de faire payer pour de l'information et que ce pari était non seulement rentable à court terme, mais aussi sur le long terme. Et c'est ça qui est vraiment très réconfortant pour Mediapart dans l'ensemble de son équipe aujourd'hui. C'est que non seulement ça a marché, mais en plus ça marche de mieux en mieux. Et aujourd'hui, en fait, c'est assez... Peu de gens le savent, et même nous, on a mis du temps à s'en rendre compte. Mais il y a très peu de modèles sur abonnement pur comme à Mediapart, en France, mais aussi en Europe et dans le monde. Ce qui fait que bien souvent, Mediapart est connu à l'étranger pour son modèle économique sur abonnement, avec une rentabilité associée, mais peut-être qu'on en parlera, qui dure depuis plus de 15 ans et qui, là aussi, fait toute la différence avec tout un tas d'autres acteurs de la presse. Il y a des questions dans le chat, les gens ils ont l'œil. Bonsoir, c'est quoi le pic d'abonnement de 2029 ? Est-ce que c'est un petit pic de Covid ? Oui, alors 2029, on l'a pas encore, c'est 2019-2020. Oui, c'est tout à fait le pic Covid. 2020-2021, pour Mediapart comme pour d'autres acteurs du secteur, c'est un moment où il y a eu un besoin d'information très important, étant donné le caractère complètement inédit de ce qui se passait et assez incompréhensible sur le moment. Et donc, Mediapart, comme d'autres, a bénéficié d'abonnements plus importants à ce moment-là. Et il faut aussi rappeler qu'à l'époque, Mediapart a publié des enquêtes absolument exclusives et édifiantes sur les masques notamment. On a eu un traitement tout à fait distinguant de la période Covid. Et donc, à l'issue, si vous continuez à observer la courbe, à l'issue de cette période-là, de ce grand pic, il y a eu une petite stabilisation qui nous a interrogés en interne, pour rien vous cacher. On s'est dit, est-ce qu'on a atteint un plafond de verre ? Est-ce que 200 000 abonnés, c'est ce qu'on aura aujourd'hui et pour toujours ? Et au fond de nous, je crois qu'on ne pouvait s'y résoudre et on était persuadés qu'il y avait d'autres gens à les convaincre de s'abonner. Et comme vous le voyez, c'était là aussi un pari réussi puisqu'on a repris une croissance assez forte depuis 3 ans et qu'on suspecte que le contexte de polarisation, de fascisation, etc., va être un contexte plutôt favorable du point de vue de l'activité de Mediapart. On ne se réjouit pas pour autant de ce contexte-là, mais de fait, avec la concentration très forte des médias et la polarisation des débats et l'opinion qui prend le pas sur les faits, on se rend compte qu'il y a aussi de plus en plus de gens qui vont aller chercher de la vraie information et que de la vraie information complètement indépendante, en fait, il n'y a que chez Mediapart qu'ils vont pouvoir la trouver.
Safou témoigne, c'est bien en 2020 que je me suis abonnée à Mediapart, arrêt sur image et les jours, hé hé. Ah, très bien. Et Georges Abitbol demande si en 2020, non pardon, c'est en 2009, c'est l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle qui explique le petit pic. Oui, alors avant, le tout début, il y a l'affaire Bettencourt avant. C'est la première affaire qui vraiment fait connaître Mediapart. Puis l'affaire Cahuzac, très rapidement aussi derrière, l'affaire de ce fameux ministre socialiste qui prétendait lutter contre la fraude fiscale et avait un compte en Suisse. Peut-être la connaissez-vous. Et le début de l'affaire des financements libyens aussi. Ça part d'ombre. Donc là, je continue à montrer, non pas que sur Mediapart, une info sur Twitch, comme certainement vous le savez. Tout à fait, il y a beaucoup de façons de s'informer en ligne. Tout à fait. Bertha. Et alors, sur l'évolution du résultat net, c'est vrai que c'est peut-être plus difficile à comprendre, moi qui ne suis pas du tout chiffre sur les petits icebergs. Tout à fait. En fait, grosso modo, ce qu'il faut retenir de cette évolution, de cette courbe, qui donc retrace les résultats depuis 2008, c'est qu'on voit bien qu'en 2008, 2009, 2010, on est déficitaire. C'est-à-dire que c'était prévu dans le business plan, comme on dit ça, comme on l'appelle. On a dépensé plus d'argent qu'on en a gagné. Parce qu'il faut le temps que l'activité se lance. Il y a un pari initial qui est d'ailleurs tout à l'honneur des fondateurs et fondatrices qui ont eux-mêmes investi de l'argent personnel, tellement ils étaient convaincus que ce modèle de journalisme trouverait son équilibre. Et à partir de 2011, c'est là que la rentabilité arrive. Comment elle peut arriver, la rentabilité? Tout simplement parce qu'il y a plus d'abonnements, donc plus d'argent et de revenus. Et on arrive enfin à être sur des années où on dépense moins que ce qu'on gagne. Et en 2014, l'irrégularité que vous constatez, qui n'est pas une irrégularité structurelle, correspond au paiement dans le cadre du contentieux sur la TVA. Je ne sais pas si vous avez déjà été au courant de cette affaire. C'est un combat que Mediapart a mené dès sa création pour un alignement du taux de TVA entre la presse en ligne et la presse papier. Parce qu'à l'époque, c'était des taux différenciés. Et de ce fait, Mediapart, très tôt, a voulu s'auto-appliquer le taux de TVA réduit qui est 2,1%, tout en le disant de manière tout à fait transparente à l'administration fiscale et tout en provisionnant les sommes au cas où ce combat ne serait pas gagné. De fait, le combat a été gagné et les deux TVA ont été alignés par la loi européenne et la loi française. Néanmoins, l'administration fiscale a quand même exigé que sur les 3 années antérieures, le taux de TVA à 20% soit régulièrement payé, d'où en 2014, cette année où finalement on dépense plus que ce qu'on a gagné, mais qui ne met pas Mediapart dans le rouge, parce que toutes les sommes avaient été provisionnées. Et c'est un petit peu ça la culture de gestion de Mediapart, c'est-à-dire que on réfléchit toujours les dépenses qu'on fait, on essaye de dépenser de manière raisonnée et raisonnable l'argent qui est celui des abonnés, en fait, et on en a bien conscience. Et dans ce combat-là, on avait pris le soin de mettre en réserve l'argent au cas où l'administration fiscale nous le demande, ce qui a été le cas. Dans le chat, vous avez tout compris. Abonnez-vous. Il faut s'abonner. Merci. Le Tsao qui nous dit j'ai craqué 24 € pour un an, c'est donné. Ah, Terence, tu es là, j'allais poser ta question, parce que vous connaissez tous et toutes Terence, qui est une légende d'abonnez-vous, qui m'avait envoyé des questions, notamment celle sur la TVA. Et je vous jure que Terence n'a pas de micro ici. Sa question, c'était où en est-on dans le contentieux avec l'administration fiscale relatif au taux de TVA de la presse, pour lequel une provision s'élevant à 4,7 millions d'euros figure toujours à votre bilan. Oh là là, le niveau de renseignement est incroyable. C'est très enfin, même si c'est des informations qui sont tout à fait qu'on rend publiques, comme toutes nos informations et tous nos chiffres, le contentieux est entre les mains de la Cour européenne des droits de l'homme actuellement, après différentes étapes dans le... Mediapart. 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 Devant la CDH, Ce journal. on attend des nouvelles, Mediapart. qui est plus pour... Excuse-moi, je te coupe Ouais. une seconde pour souhaiter oui. la bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent dans le raid de Hugo Perchoir. Déjà, merci beaucoup pour le raid. Merci de nous rejoindre. Ce soir, on parle de l'anniversaire des 18 ans de Mediapart, la majorité en toute indépendance, avec Cécile Sour, qui est directrice générale et qui nous commente les chiffres du bilan qui, dans un exercice de transparence assez unique dans la presse, est publié tous les ans. Et là, on parlait du fameux contentieux TVA qu'on ne vous présente plus. Voilà, qui est un peu technique. Et juste pour finir là-dessus, pourquoi on est devant la CEDH ? C'est pas dans une
C'est pour faire reconnaître notre bonne foi, en fait. C'est ça qui arrive pas à complètement, qu'on n'arrive pas complètement à dépasser, c'est que tout ça s'est fait en toute transparence depuis le début. Et on a eu des positions publiques très fortes. Et d'ailleurs, c'est grâce à nos positions avec nos partenaires du SPIL, qui est le syndicat professionnel qu'on a créé, qui ont permis d'aligner les taux de TVA à 2,1%. Et donc, on aimerait bien que, pour notre honneur, en tout cas, soit reconnu le fait qu'on était de bonne foi depuis le début et qu'on n'a pas cherché à frauder le fisc comme nos pires opposants continuent de le dire. Mon perchoir demande à ce que les chiffres du bilan progressent en même temps que la taille de la moustache d'Edoui. Je suis fort déçue parce que j'avais prévu une autre animation pour le raid avec la moustache d'Edoui. Vous la verrez lundi prochain. Mais je te laisse répondre. Est-ce que ça augmente en même temps et proportionnellement que la taille de la moustache d'Edoui? Non, nos résultats augmentent beaucoup plus vite que la moustache d'Edoui. Est-ce qu'il avait promis de se raser la moustache son arrivée à 200 000 abonnés? Oui. Oui. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Est-ce qu'il le fera un jour si on atteint par exemple les 300 000? Non plus. Mais néanmoins. Abonnez-vous. On avait une question, je ne sais pas si c'est le bon moment pour la poser ou si ça peut attendre la partie 2 avec Karine, mais néanmoins, Sœur Kael nous demandait comment est calculé l'impact des articles qui sont mis en avant dans le rapport. Oh, alors en fait, c'est une très bonne question parce que comment on calcule l'impact? Alors, déjà, d'une part, c'est devenu un peu à la mode depuis 2-3 ans, même un peu plus, je pense, de faire des rapports d'impact, que ce soit dans les médias ou ailleurs. C'est assez compliqué à calculer. Je pense qu'effectivement, Karine saura donner une réponse plus détaillée. Il y a plein d'éléments qui peuvent nous faire considérer que nos histoires ont eu de l'impact. Ça peut être des suites judiciaires, par exemple. Ça peut être des suites dans une activité, ça peut être l'entrée d'une question dans le débat public aussi, ce qui est souvent arrivé sur des sujets sociétaux, par exemple, ou des violences systémiques qui ne sont pas forcément portées sur le devant du débat public. C'est pour nous des signaux que notre journalisme a de l'impact. Et sur l'année, par exemple, je pense notamment à l'affaire Betaram, qui a quand même permis de lancer un grand débat de société sur l'enseignement privé et en tout cas ce type d'enseignement privé et l'utilisation et l'usage de la violence notamment comme comment dire un mode d'enseignement. Mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait le dire, mais voilà. C'est là, il est dans la place. Quel serait le niveau de fonds propres idéal pour parvenir à l'avenir sans stress en cas de mauvaise année? Je vois que nous avons des gestionnaires aussi. Est-ce qu'il y a un niveau idéal? Alors, on commence à être à des niveaux où on pense que les écueils et les vents contraires pourront être absorbés. Néanmoins, ça dépend toujours de la durée des vents contraires, de leur force. On pense qu'on est sur un modèle économique très sain, au sens où il est solide. 15 ans de rentabilité successive, en fait, ça montre quand même une rentabilité qui est devenue structurelle. Elle est aussi entrée dans nos modes de fonctionnement. Notre mode de gestion est quand même assez sain. Et le niveau de fonds propres qu'il faudrait, en fait, n'arrête pas fait l'objet de discussions. Pour être honnête, entre nous, on se demande si c'est une année de dépenses de fonctionnement, est-ce que c'est 6 mois de dépenses de fonctionnement, est-ce que c'est 6 mois de chiffre d'affaires. On n'a pas de réponse toute claire là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut en avoir suffisamment pour pouvoir continuer à envisager l'avenir de manière sereine, étant entendu qu'on ne s'endort pas sur nos lauriers. Je pense que ce serait un risque qui pourrait guetter un média comme qui aurait ce succès, c'est-à-dire de se dire, bon, en fait, c'est bon, c'est faire, ça marche, ça marchera toujours. Et d'expérience, et aussi pour avoir entendu beaucoup les fondateurs parler de leurs expériences passées, on sait très bien que c'est pas parce qu'un média fonctionne à un moment qu'il fonctionnera toujours, qu'il faut toujours être en train de remettre en question la manière de travailler, la manière de produire de l'info, la manière de l'apporter aux gens. Et ça, on l'a vraiment en tête, et on veut aussi être prêt pour ce type de tournant potentiel à prendre. Le chat est en forme. Est-ce que Cahuzac n'aurait pas un plan pour faire fructifier tout ça? On en parle régulièrement avec lui. Et sur les risques qui guettent en général un journal indépendant, on a plusieurs questions. Est-ce que c'est plutôt le risque des procédures bâillons? On a déjà fait un Twitch avec Emmanuel Torgeman.
qui est l'avocat qui nous représente. Et quel type d'écueils, en règle générale, sont à craindre? Ouais, c'est très intéressant comme question parce que effectivement, ça nous occupe depuis assez longtemps de réfléchir à tout ça. Alors, il y a tous les dangers qui guettent les médias indépendants en cas d'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Ça fait longtemps qu'on s'y prépare. On considère qu'on a beaucoup de choses dans notre édifice qui font qu'on est moins à risque que d'autres médias indépendants, notamment parce qu'on ne perçoit pas d'aide publique, parce qu'il y a beaucoup de médias indépendants qui font du super boulot, mais qui n'ont pas pu faire autrement que d'accepter des aides publiques de l'État pour pouvoir financer leur journalisme. Et du coup, ils sont en situation de dépendance économique à cause de ça. On n'a pas de publicité, donc on ne peut pas avoir d'annonceur qui va venir retirer ses subsides parce qu'il ne sera pas content d'un papier qu'on aura fait. On n'a pas de contrat avec les plateformes. Donc, on est vraiment indépendant financièrement. Et à ce titre, indépendant financièrement et rentable, avec un peu d'argent de côté. Donc, on se dit que, par exemple, s'il y a une pression judiciaire, comme ça se fait beaucoup dans d'autres pays où l'extrême droite est au pouvoir, bon, on a un peu le temps de voir venir. En revanche, pour les collègues de la presse indépendante plus petits que nous, c'est vraiment très inquiétant ce qui risque de se passer. Les autres types d'écueils qui concernent l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, c'est des menaces sur les équipes, c'est des tentatives d'intimidation, c'est effectivement des procédures bâillons, c'est potentiellement des interdictions d'activité. On nous reproche souvent de ne pas être un média, mais d'être un organe militant, ce qui est entièrement faux. Mais ça pourrait générer des hypothèses qui sont encore difficiles à imaginer aujourd'hui, en l'état actuel des choses. Et puis les autres écueils, et ce qui est arrivé à plein d'autres médias en dehors de ce type de risque, c'est de ne pas voir le vent, les usages en fait, changer. Je pense par exemple à la presse magazine hebdomadaire qui survit encore un petit peu aujourd'hui. C'est quand même des titres qui, je pense, on peut toujours avoir des avis de l'extérieur, mais qui se sont sûrement un peu endormis dans leur confort en se disant que ça marcherait toujours. Et ça, c'est un écueil dans le domaine des médias qu'il faut absolument anticiper et éviter, parce que les besoins, les modes de consommation de l'information, tout un tas de choses évoluent tout le temps. Et il faut toujours vérifier qu'on est toujours en accord avec ce dont les gens ont besoin. Voilà. Je reviens sur vos questions, mais avant de l'oublier, avec Scarly, vu qu'on parlait du bilan 2025, on n'a pas parlé des 156 salariés. Et Scarly demandait sur le nombre de recrutements à peu près combien il y avait de nouveaux journalistes, CDD, CDI ou alternants par an dans la rédaction. Alors, ça dépend des années. Parce que, alors, déjà, à Mediapart, il y a à la fois des journalistes, évidemment, mais il y a aussi la moitié de l'équipe qui n'appartient pas à la rédaction. C'est tous les autres métiers qui font le journal et qui sont au moins aussi importants que les journalistes. Et donc, certaines années, on va plutôt renforcer la rédaction, certaines années, plutôt les autres services que la rédaction. Ça peut être le marketing, produits et techniques, le service gestion, le service abonné. Enfin, voilà. C'est vraiment au fur et à mesure des besoins. Et comme on souhaite intégrer le mieux possible les gens qui nous rejoignent, on sait que ça prend du temps de s'acculturer, de vraiment trouver sa place, etc. On essaye d'y aller de manière progressive. Donc cette année, en 2026, à la rédaction, on crée, je crois, 4 postes en théorie, et à peu près autant de l'autre côté. Mais ça dépend des années. Il y a des années où on est plus prudent et des années où, voilà. 2026, c'est une année où on va beaucoup recruter par rapport à d'autres années. Et non, Fanfani Loire, il n'y a pas de chef Michelin à la cantine prévu dans les recrutements. Ce serait tellement bien, mais ça serait non. incroyable. Donc maintenant, je reprends vos questions. Je pense à notamment celle de Terence, puisque tu parlais des médias indépendants et qui n'ont pas malheureusement la chance d'avoir un système aussi bon que le nôtre. On se demande concernant les liens avec le FPL, le Fonds pour une presse libre, quelle est la contribution annuelle de Mediapart? Est-ce qu'il est prévu de l'augmenter? Alors, effectivement, le FPL, le Fonds pour une presse libre, a été créé par Mediapart en 2019. Donc, c'est un fonds de dotation qui a pour but de soutenir la presse indépendante par le biais soit de prêts à des médias indépendants, soit de financement de projets. Et il fait au moins une fois par an, parfois plus, des appels à contribution publique, qui sont des dons défiscalisés des particuliers, pour financer ces projets-là. Et nous, Mediapart, on finance le fonctionnement du FPL. Et pour ça, on donne une contribution annuelle de 110 000 euros
qui n'est pas forcément bloqué. Ça fait l'objet d'une discussion année après année. Mais l'idée du FPL, c'est de ne pas... Comme l'indépendance, c'est quand même une obsession à tous les niveaux de notre édifice. L'idée du FPL, c'est de ne pas être dépendant non plus des subsides de Mediapart pour fonctionner. Donc, ils sont aussi financés par des fondations, par exemple, y compris dans leur fonctionnement. Voilà. Mais ça pourrait augmenter s'il y avait besoin et s'il y a la capacité. Alors, c'est le moment que j'attendais pour... on parle justement de notre capital qui est donc inattaquable. Tout à fait. Et il y a un dessin. Il y a un dessin. Parti. Je vous ai mis le lien, bien sûr, dans le chat. Il y a plusieurs dessins. Parce que c'est aussi ça, la particularité de Mediapart. Là, je te laisse commenter les rosettes. Tout à fait. Alors, là, on est sur le graphique, le diagramme, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, qui vous présente le capital de Mediapart tel qu'il était jusqu'en 2019. C'est-à-dire que Mediapart, à la base, c'est une société de droit privé où à la base, il a fallu chercher des actionnaires. Et donc, l'idée de base, qui a toujours été une idée structurante pour Mediapart, c'était que les fondateurs et amis de Mediapart, c'est-à-dire des gens qui croyaient au projet, soient majoritaires dans le capital de Mediapart. Il n'était pas question... On pouvait aller chercher, et ça a été le cas parce qu'il fallait quand même bien financer le projet au départ, des investisseurs privés. Néanmoins, ils ne pouvaient en aucun cas être majoritaires et Mediapart ne devait pas se mettre en situation d'avoir des investisseurs à son capital qui deviennent majoritaires et qui fassent pression pour que le journal aille plutôt dans un sens que d'un autre. Et ça a été tenu sur tout le temps jusqu'en 2019. Alors, les réflexions sur la transmission du capital ont commencé bien avant. Mais en gros, les fondateurs, à partir de 2015-2016, se sont dit, bon, il va falloir qu'on transmette le capital de Mediapart parce que, au bout d'un moment, il le faut. Et ils ne voulaient pas, ce qui aurait pu être une logique, vendre Mediapart. Et franchement, on leur doit beaucoup pour ça. Ils auraient pu. Et je pense qu'ils auraient eu des gains conséquents s'ils l'avaient fait. Ils ne voulaient pas transmettre à leurs enfants non plus. C'est pas du tout leur conception du rôle de ce journal et de son devenir. Et du coup, ils ont réfléchi à un modèle qui est complètement nouveau à l'époque, qui a été un petit peu copié depuis, mais de création d'un fonds de dotation, donc le FPL qu'on évoquait juste avant, et qui possède aujourd'hui le capital de Mediapart. Et ça sanctuarise son capital puisque propriété d'un fonds de dotation. Donc, ça ne peut pas être vendu, en fait. C'est comme ça. Voilà. Ah oui. Très bien, tu fais bouger la petite main en même temps. Oui, alors du coup, ça paraît pas forcément très simple à comprendre, je pense, et ne vous affolez pas si ce n'est pas si clair. Mais en gros, on a un fonds de dotation qui a 2 missions. La première, c'est détenir le capital de Mediapart, mais ils n'interviennent pas du tout dans la vie de Mediapart. En gros, c'est juste pour mettre le capital à l'abri et qu'il ne puisse pas être acheté dans une OPA ou autre. Et deuxièmement, et c'est ça qui les occupe tout le temps, c'est le soutien à la presse indépendante par le biais de tout ce qu'on vous a dit, des subventions, etc. Mais aussi, en fait, par un travail colossal qui a été fait depuis plusieurs années de mise en relation des médias indépendants. Et aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui est très riche et que peut-être vous connaissez d'ailleurs, qui est très riche de plein d'initiatives et de médias indépendants qui se connaissent de plus en plus. Et ça crée aussi des synergies très intéressantes et qui vont aussi être vraiment très importantes dans les années à venir si l'extrême droite arrive au pouvoir et que les menaces sont accrues sur la presse indépendante. Alors, il y a plusieurs questions, notamment, voilà, les mauvaises langues diront que Xavier Niel a été votre actionnaire. Est-ce que j'ai une référence dans le chat? C'est dans le commentaire que j'ai encore lu cette semaine sur YouTube, donc ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais, effectivement. Il était dans les membres de la Société des Amis de Mediapart. Alors, vous voyez que c'est la Société des Amis, c'était 16%, et ils étaient à peu près, je crois, 80 ou 90. Donc, il était un parmi ces 16%, c'est 80 qui étaient les 16%, donc c'était vraiment une micro participation. Et par ailleurs, il n'est jamais venu à aucune assemblée générale de la Société des Amis de Mediapart, il n'est jamais venu à Mediapart, et nous n'avons jamais vraiment eu de lien avec Xavier Niel. Et quand on a cédé le capital, il a repris son argent et est reparti sans plus de cérémonie. Sur le modèle Mini Yoki demande est-ce que c'est le même modèle que celui du monde diplomatique? Je regroupe parce que c'est un peu la même question. Tristropique dit est-ce que c'est un modèle qui est inédit en France ou en Europe? Ouais. Alors,
On était les premiers à le faire en France, mais nous nous sommes inspirés du Guardian en Angleterre, qui est lui-même possédé par le Scott Trust, qui est une sorte de fondation aussi. Alors c'est un petit peu différent historiquement parce que c'est bien plus ancien, que le Scott Trust avait acquis un certain nombre de biens qu'il a ensuite revendu et qui constitue aujourd'hui un espèce de trésor, un énorme trésor de guerre de plus de, alors je sais plus parce que c'est complètement délirant, c'est quasiment 1 milliard de pounds, je crois. Donc c'est vraiment énorme. Et grâce à cet argent-là, chaque année, ils arrivent à financer le déficit qui est assez régulier du Guardian, mais ça permet au Guardian de poursuivre son activité. Et en France, ça n'existait pas. Donc, on s'est mis en relation avec un réseau de fondations actionnaires. C'est encore très peu répandu en France. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a à peu près une 30-40. Et donc, on a été le premier média à le faire. On a été copié depuis de manière pas tout à fait aboutie par Libération et par Le Monde, mais pas avec la pleine possession du capital. Nous, il y a 100% de notre capital qui est possédé par le fonds de dotation. Pour Le Monde et Libération, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est même pas une majorité des parts qui est possédée par le fonds de dotation, je crois. Peut-être Le Monde, si, tout juste. Il y a quelqu'un qui s'inquiète, mais qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un mécène qui donne énormément d'argent? Peut-être que tu peux nous rappeler la part des abonnements dans les résultats. On vit grâce à des dons. Alors, on vit à 99% grâce à nos abonnements. Le pourcentage restant étant une revente indirecte de nos contenus journalistiques aussi, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle des agrégateurs de contenu qui nous rachètent des articles pour faire des revues de presse. On revend parfois des photos, parfois des vidéos, etc. Donc le pourcent restant, c'est ça. Donc on est juste financé par l'abonnement. Et pour Wish of Kicker qui dit les dons, ça se refuse, je vous invite à revoir le stream d'il y a très peu de temps avec Charlotte Clavreul et François Bonnet du Fonds pour une presse libre qui expliquaient justement qu'ils ont tout un guide de déontologie sur les dons qui s'acceptent et ceux qui peuvent être refusés potentiellement. Et ça, je pense que ça peut aussi répondre à ta question. On a un petit rigolo Edoui Planel qui dit les médias indépendants comme frontière. En fait, c'est sa question. Quels sont les critères pour être définis comme médias indépendants? Comme média indépendant. Alors, je ne sais pas quels sont les critères utilisés par le FPL, je dois dire. Je les cherche. Je veux bien que tu j'ai mon idée de ce que sont les médias indépendants. En fait, je me souviens que François avait aussi cette question, et ce qu'il avait répondu, c'est que quand il parle d'un journaliste indépendant, il fasse effectivement un travail de journaliste avec tout ce que ça entend derrière de déontologie, de travail, et que si on se base sur ces critères, déjà, Frontière n'est pas vraiment un journal. Et l'indépendance, c'était sur, en effet, d'où viennent les revenus. Je vous cherche pendant qu'on parle dans le... Je pense que ça doit être qui est au capital, enfin qui possède le journal, parce qu'en fait c'est un vrai sujet. On a beau avoir les meilleurs journalistes dans une rédaction, si le propriétaire majoritaire d'un journal c'est un industriel par exemple, forcément on ne peut pas parler d'indépendance. Peu importe, je veux dire, les principes journalistiques que les individus à l'intérieur de rédaction ont, ce qu'ils ont généralement. Donc c'est la propriété du capital. Il y a aussi, je pense que le FPL y est sensible, un certain nombre de bonnes pratiques mises en place au sein des rédactions sur le droit d'approbation ou de révocation des directions de la rédaction. Je ne sais pas si ça rentre en compte. Ça y est, là, vous l'avez, je vous l'affiche, donc sur la notion d'indépendance. Et il a repris les critères SPIL, le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est une entreprise qui est indépendante parce qu'elle ne dépend pas d'intérêts industriels, commerciaux ou politiques tiers. L'activité de ses principaux actionnaires ne doit pas pouvoir donner lieu à des conflits d'intérêts entre ces derniers et la structure du média. Il y a indépendance éditoriale, absence de conflit d'intérêts. Voilà, vous avez tout. Je vous renvoie le lien si ça vous intéresse. Et si vous êtes aussi journaliste indépendant et que vous avez envie de participer à cet appel à projet pour être aidé par le FPL. Après une grosse... Mais Terence, Terence, ça suffit. Comment tu sais tout ça? Après une grosse année avec une nouvelle grille salariale, quel bilan tirez-vous? Le personnel est-il satisfait? Oui, alors pour le raconter en quelques mots, on a passé plusieurs années à réfléchir à établir des grilles de salaire transparentes, équitables, plus conformes à nos valeurs. Ça a été de très nombreuses discussions avec les
les élus notamment, mais avec l'ensemble de l'équipe aussi. On avait envie de mettre en place ce qui avait été mis en place dès 2012 pour les journalistes, c'est-à-dire une grille unique. Donc les journalistes, en gros, ils ont une grille unique et ils sont payés selon leur ancienneté carte de presse. À la ligne. Peu importe s'ils font 5 ou 20 papiers dans le mois, s'ils vont très souvent à la télévision ou pas, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est leur ancienneté carte de presse. Donc il y avait un critère très objectif pour les journalistes. Et on voulait faire ça avec les autres métiers de l'entreprise, sachant qu'en fait, les autres métiers, il y en a 1000, enfin pas tout à fait 1000, mais énormément. Et donc on a fait de longues discussions et aujourd'hui, on a 3 grilles de salaire, dont celle des journalistes, donc 2 pour les non-journalistes, que je vous invite à aller voir sur le site internet Vous l'avez là, de la sur le ville. deuxième De écran. la ville, pardon. Excusez-moi, c'est moi. Sur le site internet de Mediapart, qui vous explique un petit peu tout ça et qui vous, en toute transparence, vous montre combien vous seriez payé si vous travaillez chez Mediapart selon votre expérience professionnelle. C'est Fayardé, c'est Cécile Saut qui est notre directrice générale, c'est ma patronne, alors fais gaffe à ce que tu dis. Non, il n'y a pas de fonds dédié aux bonnettes. Je reviens parce qu'il y a une question que je trouve intéressante. Ah oui, Scarly 1789 demande si on a stoppé le crieur par manque d'abonnés, par économie ou les deux. Vous voyez derrière un numéro de crieur. Alors, c'est pas pour. Alors, c'est clairement le crieur. Il y avait une grande qualité et la proposition éditoriale était vraiment de grande qualité et ça a été le cas tout le long de ce projet. On a décidé d'arrêter ce partenariat plutôt par manque de lecteurs et de lectrices, effectivement. C'était pas rentable, ça c'est sûr, mais on aurait pu l'absorber. Mais c'était quand même beaucoup de travail pour les personnes qui coordonnaient. Je pense notamment à Joseph Confavreux, qui coordonnait ce travail, très exigeant, parce que c'était des textes de très grande qualité, avec beaucoup de boulot. C'était beaucoup d'investissement pour assez peu de retours de lecteurs, lectrices. Et donc, au terme de quelques années, on a décidé d'arrêter. Une mini parenthèse, Cécilia, je crois que tu peux nous allumer la lumière. Merci. C'est ça, Twitch aussi, c'est les aléas du direct. Ou pas, c'est pas grave, on fera une petite pause et j'irai allumer des lampes. On avait aussi prévu de parler de la transition historique dans la gouvernance avec nos fondateurs que vous voyez derrière en pop art. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose d'unique aussi, comme notre modèle d'indépendance. Comment ça se passe d'habitude quand il y a des gens qui fondent un journal et qui décident de partir à la retraite? Comme tu disais, est-ce qu'ils font une sorte de dynastie comme une série que vous connaissez sans doute quel enfant va prendre la continuité? Comment ça s'est passé chez nous? Alors oui, effectivement, c'est intéressant. Généralement, ça se passe pas toujours très bien, ces histoires de transmission, que ce soit des médias ou des entreprises de manière générale, notamment quand on a des fondateurs, fondatrices d'entreprises qui ont été très investis dans la création, notamment quand c'est un modèle qui réussit. C'est souvent assez difficile et c'est quelque chose que j'aime bien quand on m'en donne l'opportunité soulignée, parce que à Mediapart, on a des fondateurs, fondatrices qui non seulement sont partis d'un pari fou qui s'est avéré rentable, mais ont aussi très tôt réfléchi à comment transmettre. Donc, je vous ai parlé de la transmission du capital, mais il y avait aussi la transmission de la gouvernance. Quand on est à la tête d'un journal qui fonctionne aussi bien, ça doit être... C'est probablement un peu difficile de se dire qu'on va arrêter juste parce qu'on pense qu'il est temps de passer la main, qu'il est bon que le pouvoir tourne. Il est bon aussi que des nouvelles générations se mettent en direction. Et ils avaient tout ça très à cœur et très en tête. Et très tôt, le premier qui a passé la main, c'est François Bonnet, qui était le directeur éditorial pendant les 10 premières années de Mediapart et qui, dès 2018, a passé la main. À l'époque, c'était à Karine Fouteau, qui est aujourd'hui notre présidente et qui va venir vous parler dans quelques minutes, et Stéphane Aliès. Puis, c'est la cofondatrice Marie-Hélène Smiéjean, qui était directrice générale avant moi, qui a décidé de me recruter pour me former et me transmettre ce qu'il y avait à transmettre pendant quelques années avant de me passer la main. Et enfin, et là on aurait pu se dire que ça allait quand même être très très difficile, Edoui Plenel, figure emblématique du journal par ailleurs, a décidé à son tour de passer la main à Karine. Et là aussi, ça a été préparé avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de constructivité. Et c'est quelque chose qui montre, je pense, la grande humilité des gens qui ont fondé ce journal, qui ont eu à cœur non seulement qu'ils réussissent, mais qui réussissent aussi après eux et elles.
Et ça, je trouve que c'est vraiment très unique aussi. On a beaucoup moins l'occasion de le raconter. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui s'effondrent au moment de la transmission et du départ des fondateurs-fondatrices, soit parce que les fondateurs-fondatrices n'arrivent pas vraiment à partir et que ça devient ingérable pour les personnes qui sont à la gouvernance, soit parce qu'ils n'ont pas bien formé leur succession, soit parce que parfois, inconsciemment, ils ont même organisé le fait de mettre des gens qui n'allaient pas y arriver et qui sont ensuite rappelés tellement ça va pas. Bref, on est sur quelque chose qui est très sain aussi. Et je pense que ça parle aussi de ce qu'est Mediapart, voilà, comme entreprise en tout cas. Si on a des questions. Là, c'est incroyable ce timing parce que tu avais dit 18h45, il est C'est 18h45 tout pile. C'est le sens de la gestion à Mediapart. Est-ce qu'il part sur un dernier? J'ai pas dit abonnez-vous à Mediapart, merde. Alors j'ai le son si tu veux. Je sais pas si il va marcher. J'ai pas dit abonnez-vous à Mediapart. Merde. Petit papillon bleu qui dit entre vous et l'humanité, c'est quoi la différence? Bah déjà, je pense que l'indépendance. Tout à fait. Alors, je connais pas suffisamment bien l'UMA, mais Karine, éventuellement, pourrait reprendre cette question. On est quand même très, très, très différents. Historiquement, l'Humanité, c'est quand même le journal d'un parti politique à la base, même si aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus cloisonnées. Un journal beaucoup plus ancien. Après, on partage des valeurs, je pense, en termes de journalisme, clairement. Et c'est d'ailleurs des partenaires sur un certain nombre d'événements où voilà, on se parle. Ou la fête de l'UMA, voilà, justement. Mais c'est quand même, on a des histoires et des positionnements éditoriaux très différents quand même. Il y a Terence mais qui te dit merci Cécile pour sa présence ce soir et son travail de l'ombre. Tu pourras lui dire la prochaine fois que tu la verras. Hein. Qui que tu sois, Terence, on peut te parler. Merci beaucoup. Je viens de m'abonner. Merci pour le travail. Bon, bah écoute, merci beaucoup. C'était chronométré et incroyablement précis. Merci pour toute cette préparation. Merci. Bonne soirée tout le monde. On se reverra pendant un stream où on prendra plus le temps. Là, c'est un stream spécial anniversaire. Donc maintenant, c'est parti. C'est Karine qui va prendre ta place. Présidente. On peut mettre soit le petit écran d'attente, soit sauf si Karine t'es prête à t'installer direct. Voilà. On a peut-être des petits soucis de lumière avec le changement de saison, comme vous pouvez le constater. Bienvenue, Karine, sur le plateau Twitch. Donc, Karine Photo, Bonsoir à tout le monde. Directrice de la publication de Mediapart pour ce deuxième volet du bilan 2025, le bilan éditorial cette fois-ci, puisqu'on a bien détaillé les chiffres, les graphiques, les camemberts et le modèle d'indépendance unique du journal. Je vous envoie dans le chat. Si vous voulez un petit peu ranger vos questions, vous savez maintenant comment ça marche. Voici les sujets marquants que nous allons aborder avec Karine. Déjà, est-ce que tu es bien installée? Parce que tu n'as pas eu les réglages. Je me souviens plus où est-ce que je peux regarder les personnes caméra qui me suivent. C'est la caméra, ouais. Voilà. Donc, vous avez le plan dans le chat. Mediapart. 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 Merci beaucoup. Ce mini-raid avec Mediapart. mais néanmoins, vous êtes les bienvenus. On est en train de parler de l'anniversaire de Mediapart, 18 ans, l'âge de la majorité, 18 ans d'indépendance et particulièrement du bilan 2025 avec notre rapport d'activité, exercice de transparence unique dans la presse que nous partageons tous les ans et que ce soir nous détaillons ensemble. Donc pour la première partie de ton intervention, Karine, 2025, c'était une année, on l'a vu avec des pics d'abonnement, mais aussi des pics d'abonnement grâce à des enquêtes très marquantes. Et c'est pour ça que nos collègues ont fait ce format. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer. Je vous le mets sur le deuxième écran. Parce que Mediapart, bien sûr, c'est des articles, comme vous avez pu le dire plus d'une fois, des articles denses, parfois des vidéos, mais pas que. Est-ce que tu veux nous commenter ce projet? Donc, c'est un projet de rétro 2025. Oui, alors c'est pas la première fois qu'on le fait. On a vraiment observé que ça fonctionnait très bien, ce genre de format, très interactif. Voilà, on voit vraiment saisi en un format l'année qui découle sous les yeux. Ça permet à chacun de se rappeler les temps forts d'une année qui a été extrêmement dense en événements internationaux. L'année 2025 a commencé de manière catastrophique avec le vertige Trump, donc qui accède à la Maison Blanche aux États-Unis et
la déferlante fasciste qui s'est abattue sur les États-Unis avec des implications partout dans le monde. Bon, là, je ne vais pas détailler tout ce que vous voyez passer évidemment à l'écran parce que c'est l'ensemble de notre production éditoriale sur un an. Là, je vois passer en même temps que vous l'ouverture du procès Sarkozy. Ça, évidemment, pour nous, ça a été un énorme temps fort puisque vous savez que ce procès arrive après plus de 14 ans d'enquête, puisque Mediapart est à l'origine de cette affaire libyenne. C'est une première enquête qu'on a publiée en 2011 qui lance le top départ d'une série de plusieurs dizaines de papiers. J'ai plus en tête 230 articles consacrés au fil du temps à cette affaire tentaculaire qui a fini par aboutir à un procès. Donc ça, c'est ce qu'on voit à l'écran à partir de janvier 2025, et un film. Cette affaire était tellement énorme, tellement tentaculaire qu'on s'est dit que ce serait bien de rassembler toutes les pièces du puzzle dans un film qui aiderait nos lecteurs, nos lectrices, les personnes qui s'intéressent à cette affaire, qui leur permettent de saisir à la fois la complexité, mais aussi, d'une certaine manière, la simplicité de cette affaire, parce qu'elle apparaît complexe, mais en vérité, ce qu'on comprend bien, c'est que quelque chose de l'ordre d'un pacte de corruption s'est noué entre le président français et ses acolytes, Brice Hortefeux, Claude Guéant, et un dictateur libyen, aujourd'hui décédé. Et donc, pour nous, c'était important de transmettre de manière pédagogique la substantifique moelle de cette affaire, et sans aller directement à la fin de l'histoire, qui n'en est pas complètement une. Le tribunal a condamné Nicolas Sarkozy en première instance, donc le 25 septembre dernier, à 5 ans d'emprisonnement. Et vous savez sans doute que aujourd'hui, Nicolas Sarkozy et les personnes qui sont prévenues sont à nouveau considérées comme innocentes, puisque elles font face à un second procès en appel qui a démarré lundi dernier, le 16 mars. Et bien sûr, les 2 journalistes qui ont révélé cette affaire sont aujourd'hui au tribunal pour suivre, comme journalistes, le déroulé de cette affaire maintenant, qui est une affaire judiciaire. Voilà. Et on devrait en savoir plus autour du 3 juin, parce qu'il me semble que le procès est prévu pour durer jusqu'au 3 juin. Voilà. Dans le chat, je vous ai également envoyé ce billet de blog que tu as écrit en l'honneur des 18 ans. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui posait la question, comment on calcule, comment on sait quel impact ont nos articles ? On le mesure à plein de choses. Bon, peut-être on parlait de l'affaire libyenne, la plus évidente, mais qui n'est pas du tout l'unique pour nous, c'est la manière dont, à des moments, des magistrats décident de se saisir de nos enquêtes, de nos révélations, et de traduire des personnes devant un tribunal. Ça, c'est un premier impact. Un autre impact, c'est que parfois, certaines de nos enquêtes ont permis la création de nouvelles institutions démocratiques. Je pense là à l'affaire Jérôme Cahuzac, dont vous vous souvenez qu'il était ministre du Budget en France sous la mandature de François Hollande, et qui, malgré nos révélations, refusait d'admettre qu'il avait un compte en Suisse, a fini par l'admettre après plusieurs mois de déni, et à l'issue de nos révélations a été créée la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui demande aujourd'hui, toujours encore, aux élus de déclarer leurs revenus. Et ça nous paraît être important, cette forme de transparence dans un espace démocratique. Cette même enquête a abouti également à la création du parquet national financier, donc qui est un parquet qui traque la délinquance en col blanc. Donc pour nous, ça c'est pareil, ça nous paraît être une avancée démocratique importante. Donc voilà, c'est 2 types d'exemples d'impact, mais également un autre impact qui me tient énormément à cœur, c'est l'impact qu'on peut avoir sur la société, sur notre capacité à faire bouger les lignes, à
à suivre aussi un mouvement de la société. Et là, je pense à l'affaire Denis Baupin, une affaire de violence sexiste et sexuelle qu'on a révélée en 2016, donc qui a été publiée 1 an et demi avant le mouvement MeToo et qui montre bien que là, Mediapart a été capable de sentir que quelque chose de profond était en train de bouger dans les soutes de la société, que des tabous étaient en train de se lever. Et on a su saisir ce moment et l'accompagner et l'amplifier, lui donner de l'élan d'une certaine manière. Je vous renvoie aujourd'hui à l'enquête de Marine Turki sur des accusations de violences sexistes et sexuelles contre Patrick Bruel. C'est tout un mouvement d'enquête qui n'existait pas auparavant, qui a commencé à être défriché. Et donc, voilà, pour moi, ça, c'est aussi un impact qui est important. Dans le même ordre d'idées, j'insiste aussi, parce que c'est quelque chose qui est encore un peu récent. Mathilde Mathieu, qui est une de nos journalistes qui travaille à Mediapart depuis les débuts, a commencé à enquêter sur les droits de l'enfant et les violences dont les enfants peuvent être victimes. Et pour moi, ça, c'est très important aussi, parce que je me dis que, comme sur les violences faites aux femmes, peut-être qu'on a un rôle à jouer pour donner à voir qui aujourd'hui reste encore relativement invisibilisé. Donc ça, pour moi, c'est un impact qui est tout aussi important que le fait qu'une de nos enquêtes puisse avoir une traduction judiciaire, par exemple. Dans le chat, bien sûr, je vous envoie tous les liens dont parle Karine, le lien vers le profil de Mathilde, si vous voulez voir ces articles. Je me semble qu'il y avait eu un panoramique aussi, mais je ne le retrouve Oui, plus. tout à fait. Qu'on a mis. Alors, dans le panorama, dans la rétrospective 2025, on avait mis pas mal de ces papiers, et effectivement, il y avait un grand panoramique consacré à son travail. Ouais, je vais le chercher tranquillement pendant qu'on continue à parler. Il y a Georges Abitbol qui a une question. Comment vous, les journalistes, vous gérez la frustration lorsqu'un travail journalistique ne perce pas le mur? Personne n'en parle ou très peu, malgré des révélations et des enquêtes. J'ai la loi sécurité globale en tête, par exemple. Ouais, ça arrive, effectivement. Parfois, on est surpris. Certaines de nos enquêtes ont plus d'impact d'une certaine manière qu'elles en mériteraient. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on estime. En revanche, d'autres qui nous paraissent pourtant absolument centrales ne trouvent pas l'écho qu'on aimerait qu'elles aient. Alors là, c'est aussi peut-être un regard critique qu'on doit avoir sur nous-mêmes et sur notre capacité, nous, à accompagner nos enquêtes, parce que on a plusieurs lignes directrices à Mediapart. D'abord, une bonne information est une information qui arrive à l'heure, mais aussi une bonne information est une information qu'on arrive collectivement, l'entreprise de Mediapart, à projeter le plus loin possible pour faire en sorte qu'elle soit accessible à tous et à toutes. Et là, c'est le travail de toute une équipe qui s'assure qu'une information importante va rencontrer son public. Donc voilà, il y a tout un travail qui est fait, et en général, ça fonctionne, hein. C'est quand même ça qu'il faut se dire. Les résultats que vous avez vus, que vous a décrits Cécile, montrent que nos enquêtes touchent le public. Et pour moi, ça, c'est vraiment important de le rappeler. C'est le travail, non seulement évidemment des journalistes qui, grâce à leurs sources, trouvent, recueillent des témoignages, des traces, des documents, et donc sont en capacité de publier des enquêtes fiables, honnêtes, rigoureuses. Et ensuite, tout le travail, tout l'appareillage qui est fait autour, sur les réseaux sociaux, mais aussi la manière dont on peut retransmettre sur Twitch certaines de nos enquêtes, la manière dont le marketing à Mediapart travaille pour envoyer des newsletters au plus de personnes possible, pour que chacun, à l'air libre aussi, joue un rôle très important, puisqu'on a pas mal de nos contenus, dont à l'air libre, qui sont en accès libre, justement pour s'assurer que, y compris les personnes qui ne sont pas abonnées à Mediapart, puissent avoir accès à l'ambiance de Mediapart, à l'ambiance de la manière dont on travaille, donner un avant-goût en fait de ce qu'on fait, de la manière dont on produit de l'information. Et cet espace en accès libre a aussi le mérite donc de propulser nos informations le plus loin possible. Et pour nous, c'est extrêmement important, parce que vraiment l'ambition de Mediapart, c'est de fabriquer un journal qui s'adresse à tous et à toutes, où tout le monde se sente à l'aise, et qui soit un journal populaire qui ressemble à la société française telle qu'elle est. Et donc, on met tout en œuvre collectivement pour faire en sorte que personne n'échappe à nos informations. Tu parlais des nouveautés en 2025. Je me permets déjà de préciser pour les formats autres que
papier, c'est 1,5 million d'écoutes pour les podcasts, 60 millions de vues pour les vidéos et 565 000 abonnés aux newsletters. Je vous ai préparé... Alors, on repasse en mode caméra chat. Je vous ai préparé une commande dans le chat avec les nouveautés. Donc, Karine va vous parler. Il y a tous les liens. Donc, on a en effet des podcasts qui ont été développés. Personne n'y comprend rien. Personne n'y comprend ça, c'est rien. aussi, En VOD, effectivement, cette plateforme VOD, on l'a construite, on l'a conçue, on l'a fabriquée spécialement pour pouvoir promouvoir ce film, donc qui a d'abord été diffusé en salle, ça c'est vraiment important de le dire. Il a d'abord été disponible dans énormément de salles de cinéma. C'est d'ailleurs un film qu'on a accompagné. On s'est efforcé de saisir toutes les occasions de diffusion de ce film dans les salles de cinéma partout en France pour organiser des débats et des échanges avec le public. C'est quelque chose qu'on va continuer de faire encore cette année. C'est quelque chose qui nous plaît énormément. On a l'impression que nos lecteurs, mais plus largement le public, est intéressé par ce type de proposition. L'idée de rencontrer tout simplement physiquement, d'échanger avec nous, qu'on puisse expliquer comment on travaille, nos doutes, qu'on puisse recevoir des critiques aussi, le cas échéant. Et puis nous, on est très contents parce que ça nous renvoie énormément d'énergie sur l'utilité de notre travail. Et puis, donc, on a fabriqué cette plateforme. Une fois que la diffusion en salle s'est éteinte progressivement, on a rendu le film disponible sur cette plateforme qu'on a construit donc spécialement pour ce film et qui maintenant nous est utile pour promouvoir d'autres films ou spectacles ou documentaires. Et en l'occurrence, on a pu proposer le spectacle de Walidia, l'humoriste, dont vous savez qu'il joue un rôle très important dans Mediapart parce que l'actualité et les informations qu'on propose sont, faut bien l'admettre, relativement sombres, et qu'on sait aussi que pour faire face au temps présent et à la difficulté des temps présents, on a besoin d'énergie, on a besoin de joie, on a besoin de prendre l'air, et on considère que la manière dont Walidia transpose avec humour la dureté de la réalité nous est extrêmement utile. Donc on compte beaucoup sur ce compagnonnage et c'est pourquoi on a décidé de diffuser son spectacle et on se dit que maintenant cette plateforme potentiellement elle va pouvoir servir pour d'autres formats. Donc on est très heureux de ça. Parmi les autres nouveautés, avant de peut-être venir à ces chroniques qui sont à l'écran, beaucoup de nouvelles newsletters. Les newsletters sur la culture qu'on a appelé bataille culturelle, la lettre antiraciste qui est évidemment absolument centrale, peut-être que vous en avez déjà parlé, mais évidemment c'est bien d'en reparler. L'enracinement de l'extrême droite en France et la manière dont les pouvoirs réactionnaires se sont répandus en cette année 2025 dans le monde nous terrifie et nous estimons que notre rôle à Mediapart, c'est de donner à voir le vrai visage de l'extrême droite. Et donc, pour nous, cette lettre antiraciste, on a aussi une lettre spécialement politique sur l'extrême droite qui s'appelle In Extremis. Mais la lettre antiraciste, elle permet de montrer très concrètement les effets de ces politiques racistes, de ces politiques d'extrême droite qui, pour certaines, sont déjà mises en œuvre sous un exécutif macroniste. Et pour vraiment expliquer que ces politiques ont des effets déjà très concrets sur toute une partie des citoyens et des personnes qui vivent dans ce pays, sur les personnes racisées notamment, et qu'on ne peut pas laisser faire, qu'il faut documenter absolument ces discriminations, ces violences qui sont faites au corps social. Donc la lettre antiraciste, bataille culturelle et l'écho à part, qui est aussi pour nous très importante. On a un pôle économique et social qui est sous la responsabilité de Dan Israël, qui est très étoffé, qui est très vivant. Et pour nous, c'était important aussi de donner à voir ce regard spécial de Mediapart sur l'économie et le social. Effectivement, on a cité ces
chroniques, ces nouvelles chroniques avec Soulcier et Péchaud, avec l'Écho, c'est Lisa Mandel et Anne-Laure Delatte qui voilà, nous permettent de lire l'actualité sous un autre angle, en reprenant notre souffle, en riant, en ayant de la joie, puisque voilà, ça, encore une fois, c'est important pour nous aussi d'offrir à nos lecteurs et nos lectrices dans des moments de combat, dans des moments difficiles, des moments de respiration, d'humour et de détente aussi. C'est nécessaire pour être suffisamment armé pour lutter contre ce qui est déjà là et ce qui s'annonce pire encore. J'envoie au fil de l'eau, donc dans le chat, les liens vers nos différentes newsletters. C'est un contenu qui est gratuit. Il suffit de mettre son adresse email, donc n'hésitez pas. Il y en a pour tous les sujets. On ne refait pas la promo parce que déjà, Karine l'a fait d'une façon exhaustive. Et peut-être aussi signaler notre chaîne WhatsApp, Tout à qui me fait. paraît intéressante aussi dans l'idée, de la même manière, d'être accessible au plus grand nombre. Voilà, qui donne un aperçu des informations qu'on publie chaque jour dans le journal. Donc je vous encourage à vous abonner. C'est une manière voilà, d'avoir une fois par jour un petit condensé de l'actu de Mediapart. Et un petit aperçu en fait qui donne déjà beaucoup d'éléments pour comprendre le monde et pour aider à se positionner, puisqu'au fond c'est ça, dans un monde qui est un monde si chaotique, si déchaîné. Nous, notre objectif tous les jours, c'est de vous donner des repères pour comprendre ce monde tel qu'il est. Alors bien sûr, c'est souvent difficile et ardu, mais en même temps, on considère que c'est en faisant face à la catastrophe, en regardant les choses en face, qu'on est capable lucidement de se mobiliser, d'agir, et que d'une certaine manière, ce qu'on espère en tout cas, c'est qu'avec nos informations, on vous donne les outils pour ensuite vous positionner, vous mobiliser, agir là où vous pouvez agir pour faire bouger les lignes. On avait plusieurs questions, notamment quand tu parlais de personnes qui ne comprennent rien. Il y a Catwald qui dit: est-ce que les revenus du film sont significatifs à l'échelle du journal ou est-ce que c'est plutôt anecdotique? Alors, il me semble, enfin, en fait, on compte pas forcément en termes de revenus financiers sur un dispositif comme celui-ci. Nous, ce qui nous intéresse avec un dispositif comme celui-ci, c'est de nous assurer que cette affaire libyenne, elle est comprise par tout le monde. Voilà, ça c'est notre objectif. Si plus de personnes ont bien compris les tenants et les aboutissants de cette affaire, déjà on est satisfait. Donc pour nous, déjà le bilan est positif. L'autre aspect important pour nous, c'est l'occasion, j'en ai parlé tout à l'heure, qui nous a été donnée d'aller à la rencontre du public. C'est pareil, on a rencontré, tout au long de l'année 2025, plus de 7000 personnes en direct grâce à tous nos événements. Alors bien sûr le film, mais aussi le festival et d'autres événements publics, débats, etc. qu'on a pu organiser. C'est pareil, si ça fonctionne, si des gens viennent nous voir, si des gens comprennent mieux l'affaire elle-même, les informations elles-mêmes, grâce à ce documentaire, on est satisfait. Et donc sincèrement, en termes de bénéfices, et je rappelle en fait qu'on a par ailleurs été aidé par les abonnés, les lecteurs pour produire ce film, puisqu'on a fait un appel à la générosité populaire pour être en capacité de construire, de produire ce film, puisque on est dans un type de production qui n'a rien à voir avec la presse écrite. On entre vraiment dans un autre registre de la presse, du multimédia, du documentaire, qui suppose beaucoup de dépenses, par exemple, pour les archives. On peut imaginer que tout ça est gratuit. Eh bien, en fait, pas du tout. Tout ça coûte extrêmement cher. La production audiovisuelle, d'une manière générale, suppose des financements qui n'ont rien à voir avec la manière dont on finance le journal habituellement. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire appel à la générosité du public. Et les dons ont afflué. Et grâce au public, on a obtenu 500 000 € en quelques semaines qui nous ont permis de faire ce film. Et ces personnes, c'est grâce à elles, en vérité, qu'on a pu montrer ces images, qu'on a pu reconstituer ce puzzle. Et d'ailleurs, elles sont remerciées à la fin du film. Moi, c'est un de mes moments préférés, à vrai dire, dans le film. C'est à la fin, on voit défiler le nom des 10 000 personnes qui nous ont soutenus.
en tout cas celles qui souhaitaient être créditées. Et c'est très impressionnant et très beau parce qu'on voit qu'un film comme ça, c'est un travail collectif. Sans vous, nous n'aurions pas pu, et on espère que grâce à nous, vous allez mieux comprendre cette affaire. Voilà, c'est une sorte de cercle vertueux et d'intérêt bien compris entre nos lecteurs, le public et Mediapart, qui peut produire une information fiable de qualité grâce à ses abonnés, puisque Cécile a dû le répéter, mais je le redis encore une fois, nous ne vivons que grâce à vous, et vraiment ça fait de nous une rareté dans le paysage médiatique, pas seulement français, mais aussi européen. Avec Cécile, on est très souvent invités dans des festivals internationaux, des festivals de journalisme. Et on nous appelle, on nous invite pour parler de ce modèle qui est si spécifique. Puisque la plupart des journaux, en France, mais aussi dans le monde, reçoivent de l'argent de mécènes, de milliardaires, d'aides publiques, font des accords avec les GAFAM, ce qu'on se refuse absolument de faire. Et donc, évidemment, des revenus publicitaires. Voilà, nous, on est libérés de toute cette pression-là. Et la seule dépendance qu'on ait, c'est avec nos lecteurs et nos lectrices, et nous nous en portons très bien. On avait une question, Terence, justement sur ces nouveaux formats. Quelle expérience vous tirez des collaborations avec Au Poste ou récemment Backseat? De manière générale, quel avenir pour des programmes comme Retex, L'Écho à contre-courant ou Espace de travail qui apportent une chouette plus-value aux articles publiés sur le site? Toutes les occasions pour nous de collaborer avec d'autres journalistes ou d'autres médias ou des personnes qui travaillent autour de l'information, ça nous intéresse. Mediapart n'est pas un îlot isolé. Nous, on se vit... notre écosystème, c'est l'écosystème de la presse indépendante. Et on se vit en solidarité avec tout cet écosystème de la presse. Alors, pourquoi? C'est pas du tout un truc corporatiste de on est des journalistes, on travaille ensemble. Pas du tout. C'est parce qu'on considère que le combat qu'on a à mener, notamment face à l'extrême droite, est tellement puissant et tellement dangereux pour la démocratie que nous devons être nombreux en tant que médias pour faire face. Et que seuls, nous risquons de ne pas y arriver et que c'est ensemble qu'on arrivera à marquer le point, qu'on arrivera à faire en sorte que les informations l'emportent sur les mensonges. On arrivera à faire en sorte comme ça que les faits l'emportent sur le faux. Et pour nous, c'est vraiment le défi des années qui viennent. Lutter contre la désinformation, lutter contre ces organes qui ne sont pas des organes de presse, qui sont des organes d'opinion, qui relayent des fausses nouvelles à longueur de journée. Je pense évidemment à la sphère Bolloré, qui, de Europe 1 à CNews, au JDD, réussit à amplifier des fausses nouvelles de manière catastrophique et délétère pour le débat public. Notre rôle, c'est de faire face. Et nous pensons que plus nous sommes nombreux médiatiquement à avoir en tête cette nécessité de mettre les faits au centre du village mondial, plus nous aurons une chance de réussir. Je remonte, Fanfani Lois, c'est le moment de ta question, puisque tu parlais tout à l'heure des GAFAM. Fanfani Lois nous a demandé le rôle de l'IA dans la production d'informations. Est-ce que ça change le travail d'investigation? Ainsi que les leaks qui doivent engendrer une masse d'infos énorme à vérifier. Il y a aussi quelqu'un qui nous a demandé s'il avait fallu embaucher des journalistes pour traiter les dossiers Epstein. Alors, plein de questions, toutes hyper intéressantes. D'abord, une règle. Mediapart s'est doté d'une charte. On a réfléchi collectivement à la manière dont on devait aborder cette question, qui est évidemment potentiellement vertigineuse, y compris pour des journalistes. D'abord, on s'est mis d'accord sur le fait que l'IA générative ne devait jamais être utilisée dans le cadre de notre production écrite, de nos photos, de nos illustrations, que toute l'information que nous produisons et que nous diffusons sur Mediapart et sur les réseaux sociaux ne doit pas avoir été produite avec l'aide de l'IA générative. Ça, c'est la première chose. Après, Mediapart est un journal qui est né avec le numérique, qui est né avec Internet. Donc, nous n'avons pas peur des bouleversements technologiques, nous sommes nés avec. Et nous considérons que l'IA n'est pas mauvaise ou bonne en soi. Tout dépend de l'usage que les uns et les autres en font. Et donc, effectivement, pour un certain type d'enquête, et notamment les leaks, un recours à l'IA comme moteur de recherche, d'une certaine manière, peut être utile pour trouver des mots-clés,
pour aider à trier des dossiers, pour nous aider à retrouver des aberrations, etc., etc. Donc, on peut éventuellement utiliser l'IA dans ce genre de contexte comme outil en amont pour nous aider à nous y retrouver dans un fouillis d'informations, par exemple. L'autre question, elle était sur... Est-ce qu'on avait dû embaucher des gens justement pour traiter, parce tout à fait. en termes de données vertigineuses. Et puis Epstein, d'abord dire sur l'IA, et donc pour nous aussi c'est un terrain d'enquête. C'est un terrain d'enquête formidable parce que évidemment les multinationales qui possèdent les algorithmes, pour le dire de manière un peu rapide, aujourd'hui contrôlent nos manières de penser, contrôlent nos comportements, potentiellement contrôlent les opinions politiques. Et donc, nous devons évidemment être extrêmement vigilants à l'égard de cette offensive. Et ça rejoint la question des pouvoirs réactionnaires dont on parlait tout à l'heure et de la déferlante Trump. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, c'est le fait marquant, si on devait garder qu'un seul fait marquant sur 2025, c'est l'alliance entre les géants de la tech et les pouvoirs réactionnaires, et notamment aux États-Unis. Et donc, l'impact que ça a sur nos vies, sur nos démocraties, de manière vertigineuse. Donc, cette espèce d'assemblage de la tech et des pouvoirs autoritaires, évidemment, notre rôle, c'est de le décrypter, de comprendre comment ça se passe, comment circule l'argent entre ces pouvoirs, quels sont les liens d'intérêt, quelle est l'idéologie à l'œuvre, puisqu'évidemment, tout ça est politique, tout ça répond à des objectifs et poursuit des visées, et qui auront des effets un jour ou l'autre et qui en ont peut-être déjà des visées et des répercussions très concrètes sur nos conditions d'existence. Donc, nous devons prendre à bras-le-corps cette question. Et Dan Israel, dont je parlais tout à l'heure, qui est le responsable du pôle économique et social, s'est mis à enquêter sur l'IA, les entreprises du numérique et la manière dont elles bouleversent nos vies. Sur le reste, eh bien, Fabrice Arfi, François Bougon, là on parlait d'Epstein, se sont mis à enquêter, ont pris les dossiers, ont regardé avec leurs intuitions, qui sont des intuitions d'enquêteurs. Et en fait, c'est aussi très utile d'avoir un savoir-faire ancien qui fait qu'on connaît la manière dont les dossiers sont organisés, on a des bons réflexes, on sait où aller chercher, et là sans forcément l'aide d'IA, parce que l'IA n'est pas forcément utile. En l'occurrence, je ne sais pas si elle a été utilisée sur ce dossier, mais là, un bon réflexe d'enquêteur qui se souvient, qui a dans sa tête quelques exemples, des choses qui le troublent, tout ça, voilà, toutes ces intuitions journalistiques, elles ont été exploitées à fond, et c'est ce qui nous a permis notamment de faire des révélations autour de Jack Lang, sa fille, etc. Et d'autres dossiers qu'on a pu ouvrir grâce à ces réflexes, pour le coup, de base, bien humains, qui n'ont rien à voir avec l'IA. La nonne 2023, je pense que ça répond aussi à ta question sur est-ce qu'on Mediapart doit dévoiler des gens compromis en France. C'est un travail de longue haleine. Et voilà, on a 2 collègues sur le coup qui sortent des articles au fil de l'eau. Et puis par ailleurs, en fait, est-ce qu'on va publier? En fait, ça, c'est quelque chose sur lequel on ne s'exprime jamais. Tant qu'une enquête n'est pas publiée, pour nous, elle n'existe pas, parce que jusqu'au dernier moment, le contradictoire, c'est-à-dire le fait de poser des questions aux personnes mises en cause, peut donner des surprises. Jusqu'au dernier moment, il peut y avoir des incertitudes. Et donc, une enquête ne vaut que quand elle est publiée. Là, on est sûr à 100%. Donc, jamais personne d'entre nous ne commence à dire ou à teaser sur telle ou telle affaire qu'on pourrait avoir dans les soutes. Ça n'existe pas. Terence donc nous avait envoyé ces questions en amont puisqu'il n'était pas dispo pour la deuxième partie. Je vais essayer d'un peu de résumer parce que celle-ci est vraiment très longue. En gros, comment faire face au rouleau compresseur des idées errances qui a l'air plus fort que celui de la presse? Est-ce que ça sera suffisant pour faire le poids face à l'arrivée au pouvoir de forces d'extrême droite? Alors, plusieurs réponses à ça. D'abord, pour moi, l'information, l'enquête, donner à voir le vrai pouvoir de l'extrême droite, ça me paraît être vraiment la priorité. Comprendre comment ces pouvoirs sont organisés, leurs influences, leurs réseaux, leur financement, ça c'est notre travail. Ausculter les candidatures, c'est ce qu'on a fait pour les municipales, ce
qu'on avait fait déjà au moment des législatives anticipées en 2024. Et je crois que ça avait eu de l'impact. On n'était pas les seuls. Libération Street Press avait aussi beaucoup travaillé sur les profils des candidats de l'extrême droite. Et donc, je me rappelle quand même, on avait révélé beaucoup de candidats sexistes, racistes, xénophobes, antisémites, complotistes, et j'en passais des meilleurs. Et donc, je crois que c'est une forme d'impact. En tout cas, ça a contribué à donner à voir, encore une fois, le vrai visage de l'extrême droite, et nous allons continuer de le faire. On est aujourd'hui en hors de marche éditorialement pour enquêter sur l'extrême droite. On a fait venir Alexandre Berthaud, qui nous a rejoint comme journaliste sur l'extrême droite il y a pas très longtemps, donc qui permet de compléter l'organisation telle qu'elle était prévue. Donc on va évidemment continuer de travailler, de placer beaucoup de nos forces là-dessus. Et puis peut-être vous annoncer que Mediapart a en tête, donc après personne n'y comprend rien, de produire un nouveau film pour le début de l'année 2027, donc quelques semaines avant l'élection présidentielle, quelques mois avant l'élection présidentielle. Et notre idée, c'est de faire un film sur l'extrême droite. Et encore une fois, voilà, notre objectif, là, c'est de faire en sorte que chacun ait une vision claire de ce parti. Et notre objectif également est de faire en sorte que ce film soit vu par le plus de monde possible avant l'élection présidentielle, pour que chacun puisse se positionner en ayant toutes les informations en main. Et oui, à Galdian, il y avait des informations là qui ont été lâchées en exclusivité ce soir sur ce nouveau projet. On a une question de Stylo à pointe fine. Bonjour Mediapart, comment vous y prenez-vous pour qu'il n'y ait jamais de bévue, de fuite ou de dérapage, malgré la sensibilité de beaucoup de sujets? Et puis après, c'est un petit coup de compliment, mais on prend. Comment construisez-vous les liens de confiance dans vos équipes? Bref, par quel secret Mediapart est-il souvent si... Peut-être si tu peux rappeler en effet le contradictoire, enfin voilà, les méthodologies que suivent les journalistes. Alors effectivement, les journalistes sont soumis à des règles déontologiques et à Mediapart, on les suit scrupuleusement. Donc d'abord, l'utilité de l'information qu'on va publier. Est-ce que l'information qu'on va publier est d'intérêt général? Est-ce qu'elle concerne une collectivité, une société, une entreprise, et la relation de cette entreprise avec un groupe humain, par exemple? Est-ce qu'elle est d'intérêt public? Ça, c'est la première chose qu'il faut toujours qu'on ait en tête. Et ensuite, c'est la rigueur de l'enquête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas publier des informations si nous n'avons pas des éléments qui assoient cette information. Donc, cette information, on va la recouper, on va la vérifier, on va recueillir des témoignages qui donnent du crédit aux témoins qu'on a pu écouter, des documents, parfois c'est des SMS, parfois c'est des sommes un disque dur. Donc, vous voyez, des sortes de documents qui peuvent prendre des formes extrêmement différentes. Mais en tout cas, pour nous, pour publier une information, on a besoin qu'elle soit vérifiée, recoupée, et qu'on ait la certitude qu'elle soit vraie. Et donc, ce qu'on recherche, c'est la vérité des faits. C'est vraiment ça autour de quoi on travaille et on tend, c'est cette recherche de la vérité des faits. Et bien sûr, pour toutes les enquêtes, première chose, on s'assure que nos sources restent secrètes, ou du moins elles souhaiteraient rester secrètes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la protection des sources. Et on est absolument intransigeant à Mediapart avec cette protection des sources, parce qu'on sait que si on mettait à mal ce principe, les sources ne nous feraient plus confiance ensuite et refuseraient de nous confier leurs informations. Donc ça, c'est la première chose. Et aussi le contradictoire, c'est un autre élément clé, c'est le fait de mettre les personnes qu'on met en cause dans nos articles face aux accusations avant publication, pour leur donner le temps de répondre, de s'expliquer.
Et je le dis sincèrement, il nous est arrivé parfois, à l'issue du contradictoire, de renoncer à publier à une enquête parce que les éléments produits par les personnes dont nous pouvions mettre en cause les agissements, ces éléments étaient suffisamment crédibles pour nous faire renoncer à la publication. Donc, c'est des choses, évidemment, qu'on prend très au sérieux. Pourquoi on prend très au sérieux tout ça ? Parce qu'on considère à Mediapart que sur l'information, nous n'avons pas le droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur dans notre organisation. On ne fait pas tout bien. On essaye de faire les choses le mieux possible, mais parfois, on pourrait faire mieux, en tout cas. En tout cas, sur l'information, là, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur parce que le lien de confiance avec nos lecteurs et nos lectrices en découle. Voilà. À partir du moment où on publierait une fausse information, les lecteurs se diraient « Ah bon, bah alors du coup, si cette information est fausse, peut-être que d'autres étaient fausses », ça jetterait le trouble, la confusion, le doute sur nos publications. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et sur lequel on est intransigeant, s'assurer que nos informations sont fiables à 100%. Voilà. Il se trouve que par ailleurs, on est parfois mis en cause devant les tribunaux par certaines personnes qui sont au cœur de nos enquêtes. Et donc, devant les tribunaux, évidemment, nous nous déplaçons devant les tribunaux, nous répondons de nos informations. Et là, c'est pareil, il faut que nous soyons convaincants. Je vous ai remis, merci Karine pour ta réponse, je vous ai remis le lien vers le plan dans le chat. Tu as parlé tout à l'heure de comment construire une communauté de lecteurs et de lectrices au-delà bien sûr des personnes qui lisent le journal. Donc bien sûr, on se retrouve tous les vendredis ici sur Twitch, mais pas seulement. Je partage les chiffres des personnes qui suivent Mediapart sur les réseaux sociaux, en 5 millions en tout de followers, 7200 participants et participantes à nos événements, dont le festival. Tout à l'heure, il y a eu des questions là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur cette volonté d'aller à la rencontre des gens ? Mediapart veut être un journal populaire. Et donc, pour être populaire, ça veut dire vraiment faire en sorte que nos contenus soient accessibles au plus grand nombre. Donc, avant même d'aller à la rencontre, on travaille sur nos contenus pour nous assurer que les articles sont écrits le mieux possible, que on comprenne facilement, simplement, quel est le sens de l'information qu'on publie, qu'on donne des repères, qu'on soit pédagogique, qu'on soit transparent aussi sur la manière dont on travaille. On donne le plus possible dessous des cartes. C'est l'objet de la boîte noire qui a été créée dès les débuts de Mediapart, qui d'ailleurs nous distinguait pas mal et qui continue de nous distinguer dans une certaine mesure. Voilà, une forme de transparence, de sincérité dans la publication de nos informations qui, on l'espère, fait que si on a accès à des informations de Mediapart, on les comprend facilement, on s'y trouve bien sur Mediapart, on s'y retrouve à l'aise. Et ensuite, effectivement, c'est tout le travail d'aller vers. C'est pas attendre tranquillement que nos enquêtes produisent leurs effets, c'est de se dire, OK, comment on fait pour faire en sorte que chacun, à un moment donné, entendre parler de Mediapart. Donc, bien sûr, ça se passe beaucoup par les réseaux sociaux, de plus en plus par Insta, là, qui devient vraiment un lieu extrêmement vivant. Mais voilà, il y a d'autres réseaux sociaux qui fonctionnent bien. Il y a Twitch aussi, évidemment, qui est intéressant dans ce contact et cette interaction avec le public que la chaîne permet. Et puis, les événements organisés en live. Voilà, ça, j'en ai aussi parlé déjà un petit peu tout à l'heure, mais ça nous plaît énormément, quelque chose qu'on va faire de plus en plus. Plus de 7000 personnes qui, l'année dernière, ont eu accès à nous directement grâce à tous nos événements. Là, peut-être que vous avez suivi les 2 bonnettes parties. C'est des événements publics qu'on a organisés qui nous permettaient de présenter d'une autre manière les enquêtes de Mediapart avec les journalistes de Mediapart qui incarnaient leurs enquêtes, qui racontaient les difficultés qu'ils avaient pu avoir lors d'enquêtes sur tel ou tel sujet. Donc voilà, nous on était très contents et on a l'impression aussi que ça a rencontré un public. Je vous invite évidemment tous et toutes à notre prochain festival qui aura lieu le 6 juin au Point Fort d'Aubervilliers. Donc là c'est une grande journée où il y aura à la fois plein de débats, donc la possibilité de rencontrer tous les journalistes de l'équipe et de la musique évidemment, de l'humour, des quiz, enfin sans doute plein de choses
qui vont être formidables et qui vont vous permettre de passer à la fois un bon moment, mais en même temps de réfléchir, de faire en sorte qu'on réfléchisse ensemble et encore une fois qu'on se transmette, vous, nous, vous, le public, nous, Mediapart, qu'on se transmette et qu'on fasse circuler cette énergie dont on a tant besoin pour faire face aux temps difficiles qu'on traverse. Là, c'est pour la communauté de lecteurs et de lectrices, mais il y a aussi une communauté de médias indépendants, de la collaboration avec la presse indépendante en France, à l'international. Je pense notamment à Yann Philippin qui est venu vous en parler plus dans cette émission même. Il y a aussi une question de Bredzen. Est-ce que l'initiative combat contre l'extrême droite et ses idées de l'Uma Radio-Nova, Blas et les Inrocks a été proposée à Mediapart? Alors, non, on n'a pas été, on n'a pas été sur la liste des heureux participants à cette initiative. Bon, peut-être la prochaine fois. Voilà, on peut pas être dans tous les coups non plus, d'une certaine manière. Mais enfin, nous, on est toujours preneurs en fait de ces initiatives. On considère, comme j'ai dit tout à l'heure, que plus on est nombreux pour mener le combat contre l'offensive de la désinformation, mieux on se portera et plus on aura une chance de faire prévaloir les faits contre le faux. Et donc voilà, on est toujours preneur des initiatives. Mais alors nous, on travaille beaucoup avec la presse indépendante locale. On a des partenariats éditoriaux avec Mars Actu, Médiacité, les Rues 89, Le Poulpe et d'autres encore. Et donc, ce partenariat consiste dans la reprise de certaines de leurs enquêtes que nous rémunérons. Voilà, c'est une manière à la fois de les soutenir et en même temps de partager leurs informations. Ça, c'est des partenariats qui nous tiennent vraiment à cœur. Et puis, effectivement, il y a ce réseau de l'EIC qui nous permet de travailler. Donc, je me souviens plus exactement. European Collaborative, pardon, je vais chercher. L'EIC, voilà, tu vas nous trouver ça tout de suite. C'est notre réseau d'enquêteurs internationaux. Donc là, on travaille avec le Spiegel, on travaille avec Le Soir, on travaille avec Infolibre, espagnol, donc Spiegel, allemand, Le Soir, belge. Voilà, on a des confrères danois, norvégiens, hollandais dans cet ensemble. Et voilà, c'est toujours très instructif de partager l'info, de partager aussi la charge de travail, parce que là, la European Investigative Collaboration, donc c'est ça, c'est vraiment le lieu de partage d'infos assez lourdes en termes d'enquête, et notamment des leaks. Donc, il faut se mettre à plusieurs pour décortiquer non seulement les données, mais ensuite décortiquer les implications pour les différents pays concernés. Mais pour nous, c'est vraiment très important. Et puis, il faut vous parler du FPL, qui est le Fonds pour une presse libre, qui est le fonds de dotation qui détient le capital de Mediapart, qui a été créé en 2019 par les fondateurs de Mediapart. Et le Fonds pour une presse libre soutient vraiment de manière conséquente les confrères et les consoeurs de la presse indépendante. Et pour Mediapart, c'est une autre manière de marquer notre solidarité avec tout cet écosystème. Et Carla rend la bonnette, c'est bien le pseudo de la personne qui nous écrit, il nous dit bonsoir et bon anniversaire, la bonnette. Merci. La vraie, elle est sous le globe que tu peux voir juste derrière nous, c'est celle qui a été malmenée. Ça répond, je pense, totalement à ta question, Dame Sonia. Quel lien entretenez-vous avec d'autres médias ou journalistes indépendants en Europe ou à l'international? Est-ce qu'il existe une véritable communauté de médias à ces échelles? Pour moi, là, c'est les réseaux dont je vous parle, l'EIC, c'est vraiment un réseau hyper efficace et, à mon sens, très utile et qui travaille sur des sujets de manière collaborative. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on peut faire, à mon avis, de mieux en termes de communauté, qui n'est pas juste une communauté en termes de communication. Voilà, c'est du réel. La communication, c'est aussi du réel. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est en tout cas des journalistes qui travaillent ensemble sur des enquêtes pour produire de l'information. Alors, je vais lire ce gentil message de Iris qui soulève aussi un point qu'on n'a pas encore abordé. C'est très gentil. Si seulement les médias mainstream pouvaient avoir cette mentalité et vérifier leurs sources. Bravo pour votre travail, votre rigueur, votre mise en lumière de sujets délicats, votre professionnalisme. J'espère que vous continuerez longtemps. Et merci pour la gratuité de ce week-end pour les personnes qui ne peuvent toujours pas se permettre les abonnements. Ça, c'est aussi le genre d'opération, quand comme le moment l'impose.
Alors, ouais, pour moi, c'est une question qui est très importante parce que vraiment, on veut laisser personne au bord du chemin. Je le redis une troisième fois, pour nous, c'est important de nous rendre accessibles à tous et à toutes. Donc, voilà, il y a cette émission à l'air libre qui donne accès à une bonne idée de ce qu'est Mediapart. En général, c'est 2 fois par semaine, mais aussi parfois le site qui est en accès libre, nos newsletters aussi qui sont en accès libre. Et puis, je veux rappeler l'existence de ce tarif à 5 €. Le tarif standard de Mediapart a évolué au fil de nos 18 années d'existence. Il était, il y a 18 ans, à 9 €, puis a été augmenté à 11 €, puis 12 € aujourd'hui. Et on a bien conscience que pour certains et certaines, ça représente encore trop d'argent à dépenser chaque mois. Donc, on a ce tarif qui existe depuis les débuts et qui, lui, n'a jamais bougé. Et ça fait ma fierté aussi de ne pas l'avoir bougé au fil des temps, malgré l'inflation, malgré ceci, malgré cela. Non, pas de raison de l'augmenter. On l'a gardé à 5 € et ce tarif, il s'adresse à toutes les personnes à faible revenu qui n'ont pas les moyens de dépenser 12 € par mois pour s'informer. Et donc, évidemment, on y retrouve des étudiants, des étudiantes, des personnes sans emploi, des personnes à faible revenu, des personnes avec des petites retraites, etc., etc. Évidemment, on ne demande pas des justificatifs aux personnes qui entrent et qui s'abonnent avec ce tarif, et ils sont aussi choyés que les autres abonnés de Mediapart. Ils comptent tout autant pour nous que les autres abonnés de Mediapart. Les abonnés à 12 € n'ont pas droit à des choses spécifiques parce qu'ils seraient plus riches. Non, tout le monde a droit à la même information de qualité. Hélène Auteur, bonjour. En parlant d'accessibilité, est-ce que ce qui est en accès libre sur le site est aussi disponible en FALC, facile à lire et à comprendre? Est-ce que c'est une piste que vous envisagez? J'en profite pour vous dire que j'ai essayé d'installer un plugin pour avoir des sous-titres pendant le stream, puisque ce n'est pas une option qu'offre Twitch. Donc n'hésitez pas à me dire si ça marche ou si ça ne marche pas. Je te laisse répondre, Karine. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a en tête et d'ores et déjà, certains de nos articles sont disponibles sous forme de sommaire, c'est-à-dire que vous allez dans l'onglet, comment s'appelle-t-il déjà? Chercher sur les articles qui sont spécifiquement longs. Un onglet qui permet en fait d'avoir accès au sommaire. Voilà. Alors là, c'est pas le sommaire. Là, c'est un résumé audio. Donc voilà, parfois, effectivement, pour certaines de nos enquêtes les plus importantes, on vous propose un résumé audio, mais parfois aussi, vous avez l'accès dans les articles à un sommaire qui vous permet, par des sortes de bullet points, enfin des points, d'ailleurs, pas besoin de passer par l'anglais pour expliquer, détaille les moments clés de l'article. Donc ça, je pense que ça peut être une aide intéressante. Voilà, et on réfléchit dans nos festivals le plus souvent, quand c'est possible, à avoir des personnes qui signent les débats pour permettre à tous et à toutes d'être le plus inclusif et inclusive possible. Ah, le noteur dit oui, j'avais déjà profité des résumés audio, c'est top. Ah, donc Algatan, tu n'as pas de sous-titres pour les avoir. Bon, je vais continuer à creuser, mais je laisse pas tomber le plugin qui marchait en fait bien, n'existe plus, donc c'est un peu un combat pour en trouver un compatible avec OBS. Bref, je vous passe la tambouille interne Twitch, mais en tout cas, je garde vraiment ça en tête également. Je voulais vous envoyer, puisqu'on a quand même le sujet des municipales, la carte municipale dans le genre format innovant. Alors là, sur la question un peu spécifique, je remarquais que Mediapart n'est pas listé sur les sites d'AidDrop, Google Secure Drop, je pense. Alors ça, c'est le site sécurisé de Mediapart qui est disponible à la fin de chacune de nos enquêtes et qui vous permet d'envoyer en toute protection n'importe quel document, voilà, de manière absolument sécurisée, qui garantit un anonymat total de l'envoyeur. Alors à la base, Karine avait quand même un impératif, parce que sa vie, ce n'est pas que le travail, elle a aussi une vie personnelle.
Donc, je vous propose qu'on passe au moment Mère Castor. Un moment Mère Castor un peu sauvage parce qu'on ne l'a pas préparé en amont. Donc, ça va être en freestyle. Jingle. Père Castor, raconte-nous une histoire. Même 2 histoires. Et là, on est à l'ancienne, puisque Karine a amené les livres. C'est encore le plus simple. Mais hein. oui. C'est mon côté un peu old school. Et je vais vous chercher les liens pour les envoyer dans le chat si c'est des livres que vous avez ensuite envie d'acheter. Ouais, alors Mais- ça, c'est une réédition de La Peste brune de Daniel Guérin, qui est un révolutionnaire, plutôt anarchiste, qui a écrit dans les années 30 ce livre et qui raconte de manière très explicite l'alliance entre le fascisme et les milieux d'affaires. Et je me dis que cette réédition peut nous être utile. Elle est préfacée par Ludivine Bontini. Voilà, elle peut nous être utile par les temps qui courent. Je vous montre également la couverture. C'est vrai que j'ai cherché dans la poésie, dans la chanson, la littérature, et pardon, hein, je suis retombée quand même sur des essais qui me paraissent utiles dans les temps présents, qui sont catastrophiques. Et alors là, je fais carrément la publicité en total conflit d'intérêts. Donc, à partir du moment où je l'expose, mon conflit d'intérêts, j'espère qu'il sera pardonné. Je fais la publicité d'un livre d'un de nos collègues journalistes à Mediapart qui s'appelle Romaric Gaudin et qui a écrit ce livre, donc le problème à 3 corps du capitalisme, et qui raconte la rapacité d'un capitalisme finissant qui, alors que les ressources, et notamment les ressources de matières premières, sont de plus en plus limitées, cherche à se maintenir au pouvoir coûte que coûte, par tous les moyens, y compris les moyens politiques les plus autoritaires. Et c'est pareil, il me semble que ce livre permet de saisir en un seul ouvrage pas mal des enjeux politiques, écologiques, économiques que nous traversons aujourd'hui. Vous Voilà. avez le lien dans le chat pour ces 2 livres si vous avez envie de les acheter. En tout cas, merci beaucoup Karine pour ta présence ce soir et pour la Merci à toi, Anna. question. Je vous rappelle, au-delà de l'offre solidaire dont a parlé Karine à 5 €, il y a l'offre spéciale qui s'arrêtera le 30 mars. Et puis, n'oubliez pas, donc, 6 juin, c'est Festival Mediapart. Gardez-le dans vos tablettes. Si vous n'êtes pas à Paris, il y aura sans doute le stream habituel avec Host, le stream marathon. Et le replay sera en ligne sur YouTube et sur Twitch de cette émission. Mais avant tout, je vous rappelle que ce vendredi, il n'y a pas de Mediapartinal car Host, elle est occupée, ça lui arrive à lui aussi. Lundi prochain, il y aura un abonnez-vous, j'espère avec des collègues pour parler des municipales, mais faut-il encore que je leur demande s'ils sont disponibles. En tout cas, je l'annoncerai sur Mastodon. Et pour le raid, on va voir qui est en ligne ce soir. Mercredi, je moins nos habitudes. Alors, une fois de plus, merci pour vos questions pertinentes. Pour un très bon moment qu'on passe en la compagnie de notre communauté Twitch. Est-ce que, ah là là, Animal Crossing, vous avez envie de continuer sur quelque chose de plutôt politique? Bon anniversaire au Trésor National qui est votre journal. Oh là là, merci à Galtian. Tu veux le statut VIP, toi? Mais tu vas l'avoir. Merci beaucoup et je vous envoie, je ne réfléchis en même temps que je parle. Allez, je vous envoie chez Dofla, ça fait un moment. Allez, Snoopy, quoi. Passez une très bonne soirée. Ah, Lex, mais je le vois pas dans les gens qui sont en train de streamer Fonfoine Nillois. Bon, je lance chez Dofla, la prochaine fois, ça sera chez Lex. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Nanani,